Bonne journée à toutes. Si Météo France a diffusé une vigilance météorologique de niveau jaune, situation à surveiller pour le paramètre vent pour ce soir à 20h jusqu'à demain 18h à minima. Ce mardi soir, le Libetch se renforcera sur tout le département avec de fortes rafales. On attend de 120 à 140 km/h en rafale sur la Balagne et plus de 150 sur le Cap Corse. La région bastiaise devrait dans un premier temps rester épargnée jusqu'à 90 km/h. Le relief est également concerné par les fortes rafales dans toute la chaîne centrale avec localement 120 à 150 km/h. L'épisode de fort vent se poursuivra demain avec un nouveau renforcement du vent de manière générale en cours de journée. Les fortes rafales devraient toucher cette fois la région bastiaise et le sud-est de l'île. Une aggravation de la vigilance pourrait être envisagée demain. C'est pourquoi la préfecture de Haute-Corse appelle la population à la plus grande vigilance. Les sapeurs-pompiers d'Ajaccio et les pompiers de l'aéroport Napoléon Bonaparte sont intervenus dans la nuit de dimanche à lundi sur une opération de lutte contre l'incendie de plusieurs véhicules garés au bord de la route face à la mer. Au total, ce sont 4 véhicules qui ont été dévastés par les flammes. L'incendie a été rapidement maîtrisé par les soldats du feu. En justice, un homme de 53 ans est jugé aujourd'hui pour le viol de son fils de 11 ans à San Nicolao devant la cour d'assises de Haute-Corse. Ce dernier a été accusé par son fils en mai 2022 et se trouve en détention provisoire depuis. Le quinquagénaire est accusé de récidive puisque ce dernier avait déjà été condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour le viol sur ses 2 neveux dans le Var. Il avait alors effectué sa peine au centre pénitentiaire de Casabianda. À la fin de sa peine, il est resté sur l'île. Patrick Poirot, qui a reconnu les faits, risque la réclusion criminelle à perpétuité. Visite de Catherine Vautrin, processus Beauvau, CHU ou intervention de Paul-André Colombagne à l'Assemblée nationale. Tels sont les principaux thèmes évoqués par le PNC et Avancem ou lors d'une conférence de presse à Porto-Vecchio. Nous revenons sur cette conférence de presse avec Pascal Zagnoli. Nous l'écoutons. Il nous semblait un petit peu important de faire état de notre positionnement sur la situation politique actuelle de l'île à quelques jours, je dirais aussi, d'un repas organisé en marge du Congrès des maires à Paris au ministère chez Madame Vautrin. Donc on a voulu rappeler bien entendu tout le travail effectué depuis 2 ans dans le cadre du processus de Beauvau et dire que du côté du PNC et du groupe Avancem, ce n'est pas parce qu'il y a un changement d'interlocuteur, c'est-à-dire Madame Vautrin en lieu et place de Gérald Darmanin, que nous repartons de zéro. Nous considérons que le travail réalisé jusqu'à présent est acquis, notamment au niveau des écritures constitutionnelles, et qu'aujourd'hui, il convient bien sûr de poursuivre ce travail, mais également de travailler avec le gouvernement et d'autres forces politiques autour des problèmes qui touchent directement le quotidien des Corses. Je pense à la cherté de la vie, je pense aussi aux difficultés économiques et fiscales que rencontrent bon nombre de chefs d'entreprise, et nous avons un petit peu donné la doctrine du PNC à la matière, c'est-à-dire que autant, oui, nous sommes fondamentalement favorables à des discussions avec le gouvernement autour de l'évolution institutionnelle de l'île, mais pour autant, nous n'oublions pas le quotidien des Corses et confère le très gros travail réalisé par notre député Paul-André Colombagne lors des amendements qu'il a déposés dans le cadre du projet de loi de finances 2025 de l'État français. Finalement, vous dites tout est lié. Oui, tout est lié. On ne peut pas décorréler le quotidien de l'avancée institutionnelle, mais pour autant, on ne peut pas toujours attendre l'avancée institutionnelle pour s'attaquer aux problèmes du quotidien. La nuance est faible, je le conçois aisément, mais c'est ce que nous tâchons de faire quand Paul-André Colombagne obtient du côté de l'Assemblée nationale le crédit d'impôt pour les pêcheurs, qu'il obtient la suppression de la taxe de solidarité sur les billets du bord à bord en Corse, qu'il obtient une rallonge de 50 millions pour la dotation de continuité territoriale, et nous l'espérons lorsqu'il obtiendra le 3 décembre prochain le vote sur sa PPL pour un CHU en Corse. Nous n'avons pas besoin d'autonomie pour tout ça. Ça, c'est à droit constant et c'est extrêmement essentiel pour la survie de notre peuple. Mais pour autant, au-delà de tout ça, le PNC continue d'être pleinement investi et mobilisé dans le cadre de l'avancée institutionnelle. Cette avancée institutionnelle, vous y croyez encore dans des proportions attendues par les nationalistes? Aujourd'hui, il faut être réaliste. Il y a une donne qui rend, je dirais, le dossier incertain, c'est la situation politique au niveau français. Et au-delà de tout cela, la France qui pourrait être déstabilisée aussi par une situation internationale assez complexe. Il n'y a pas réellement de majorité à l'Assemblée nationale. Il y a aujourd'hui un nouveau gouvernement qui est issu d'une autre famille politique, dirons-nous, que celle du président de la République, Emmanuel Macron. Donc, les lignes ont bougé politiquement. Néanmoins, je vois quand même un petit motif d'espoir en la personne de Madame Vautrin qui a été désignée comme Madame Corse au sein du gouvernement. Donc, nous avons malgré tout toujours un interlocuteur désigné au sein du gouvernement. Ça, c'est plutôt une bonne chose.
mais également, je prendrai date, dirons-nous, au niveau de la prise de parole d'Emmanuel Macron lorsqu'il est venu à l'Assemblée de Corse. J'ose espérer que la parole présidentielle engage l'État dans sa globalité, et y compris l'actuel gouvernement qui doit continuer de discuter avec la Corse. L'Assemblée de Corse, est-ce que vous pensez que le message envoyé est le bon? Le message aujourd'hui envoyé du côté de l'Assemblée de Corse, nous on a annoncé hier en conférence de presse que nous allions déposer une motion à la prochaine session pour rappeler, je dirais, le vote fondamental du 5 juillet 2023 considérant l'autonomie de la Corse, et demander un débat je dirais, sur ce sujet bien précis, pour redemander entre guillemets aux différentes forces politiques qui se sont déjà déterminées, eh bien de donner leur position à l'instant T, de rappeler aussi tout le travail que nous avons fait depuis 2 ans. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier que ce travail est issu, je dirais, à l'origine d'un drame, c'est-à-dire le décès d'Yvan Colonne, que nous avons pris des engagements, y compris vis-à-vis de notre peuple, et qu'aujourd'hui il n'est pas temps de les oublier, loin de là. Les acteurs de la communauté éducative se sont réunis ce lundi autour de Rose-Marie Ottavi, adjointe aux affaires scolaires, et de Charlie Volimach, conseiller communautaire délégué à la politique de la ville d'Ajaccio, afin de lancer officiellement la démarche de labellisation cité éducative pour la période 2024-2026. Initiée en 2021 sur le territoire et prochainement intégrée au contrat de ville, la cité éducative, incorporée également au projet éducatif local actuellement en cours d'élaboration, constitue un engagement collectif pour nos jeunes, a déclaré Rose-Marie Ottavi. Ce label d'excellence implique pour les forces vives locales de s'organiser collectivement autour d'un projet éducatif à destination des jeunes de 0 à 25 ans et issus des quartiers prioritaires. Le périmètre s'étend de Saint-Jean à Bodiccione et inclut le nouveau quartier Nord Rocade, sans oublier celui des Cannes-Salines. À Ajaccio, ce sont près de 4500 élèves scolarisés en réseau d'éducation prioritaire qui sont donc concernés par cette démarche, avec la participation de 3 collèges, 16 écoles, 6 crèches et un relais petite enfance. Conférence de presse de présentation d'un événement qui se déroulera le mercredi 27 novembre à Portiuecchio, la 4e édition des ateliers du tourisme durable. Ces ateliers sont organisés par Portiuecchio Tourisme avec le concours de la communauté de communes de la ville. Ce lundi, Jean-Christophe Angelini et Santina Ferracci, conseillère municipale et communautaire en charge du tourisme, Laurence Guéras, qui DGS de la communauté de communes, et les équipes de l'Office du tourisme ont donc présenté cette démarche et les réflexions qui seront posées mercredi prochain. Au menu, conférences, débats et ateliers autour de cette quête de sens pour le tourisme qui trouve un écho dans les 3 thèmes de la 4e édition des ATD: l'hospitalité et la qualité d'accueil pour construire un tourisme humain, l'évolution de l'image touristique d'une destination balnéaire au-delà de son littoral et l'approche paysagère du tourisme, consistant à considérer le paysage non pas comme un décor mais comme un élément central dans la conception et le développement des activités. En sport, seulement 3 jours après leur qualification pour le 8e tour de la Coupe de France de football, les joueurs de l'US Corte vont devoir remettre le couvert ce soir à 20h. En effet, le stade de Santos Manfredi va accueillir cette fois le 8e tour qui verra les Cortenais recevoir les Diables Noirs de Combani. Cette équipe venue de Mayotte, pour d'évidentes raisons logistiques, doit disputer son 8e tour dans un laps de temps réduit pour faire l'économie d'un aller-retour dans le Ril. Un match qui, sur le papier, paraît accessible aux Cortenais puisque leurs adversaires doivent faire avec un effectif décimé par les défections, 7 joueurs mahorais n'ayant pu rallier la métropole car en situation irrégulière. En culture, retour sur le samedi 26 octobre 2024 au Pays des Merveilles, le second spectacle de la troupe corse des Restos du Cœur. Cet événement qui allie le plaisir du spectacle à la solidarité a permis de récolter 80 000 € destinés à soutenir les Restos du Cœur de Corse. Cette nouvelle édition témoigne de l'engagement et de la générosité des Corses. La phrase « Ensemble, nous sommes plus forts » n'a jamais été aussi vraie. Un choix d'un programme riche et diversifié a su séduire le public et créer une ambiance festive et chaleureuse. Les artistes ont mis tout leur cœur pour faire vivre des émotions fortes et marquer les esprits au terme de seulement 2 jours de répétition. Les organisateurs souhaitent remercier tous les bénévoles, les artistes et les sponsors et bien sûr tous les spectateurs venus en nombre pour soutenir cette initiative. La troupe est déjà en train de préparer la prochaine édition, promettant encore plus de surprises et d'émotions. Nous sommes le mardi 19 novembre 2024, jour de la Saint-Anguille. Le temps est perturbé aujourd'hui sur l'ensemble de l'île avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux plus ou moins denses. Les éclaircies seront de plus en plus larges en Corse du Sud et sur la façade occidentale, même si le risque d'averses sporadiques se maintiendra toute la journée. Les nuages seront moins présents en Haute-Corse et sur la façade orientale et les éclaircies seront plus généreuses en fin de journée. Attention
au vent qui souffle jusqu'à 70 à 90 km/h sur le Cap Corse dans un premier temps, 70 en Balagne et dans le Cortenay, 60 sur la région bastiaise et 50 dans l'extrême sud. Mais ce vent se renforcera en soirée sur le Cap Corse et la région bastiaise. Les rafales dépasseront les 120 à 140 km/h. 150 sont même attendus en montagne dans le centre de l'île. La nuit prochaine, du vent donc, qui se lèvera considérablement, vous l'avez compris, au cours de la nuit prochaine. Les températures, quant à elles, qui sont stationnaires, 19 degrés pour Bastille, à 18 à Portivec, au Bunivaggio, 17 à Calvilise, ou la 16 à Aiac, ou Propia, 15 à Pietralba, 14 à Sartec, Corti, Cervioni, Rouliano, 13 à Prunello du Fiumor, Bouic et 11 à Tsicao. Ce journal est terminé sur Radio Alta Briguanza. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve tout à l'heure à 10h30 pour le Flash. Bonne matinata, Yado.